Hello, bonsoir. Eh ben, j'en fais beaucoup en ce moment. Donc, 19h30 à peu près. Euh, lundi. Lundi, c'est ça, lundi 27 juin. On continue parce que, enfin, le temps, le temps avance relativement vite. Hein, on sent que là, c'est très très clair. Depuis que les élections ont eu lieu, on a une pression à la télévision, dans les médias, enfin donc sur les grandes chaînes qui vraiment augmentent de façon forte et de façon honteuse évidemment. Hein, en ce moment, c'est le grand sujet là qui devient le grand buzz, c'est les économies. Ça veut dire tout le monde se serre la ceinture. Ça devient, je regardais les actualités, euh, ça prend la moitié des actualités. Comment faire des économies? Il faut que vous fassiez des économies. Il faut que vous vous serriez la ceinture. C'est devenu le buzz. Donc suite voilà, aux législatives, suite à l'Ukraine, le nouveau buzz, le nouveau sujet à rallonge, c'est les économies. Faut, euh, il faut vivre chichement et il faut acheter les pâtes et il faut les faire bouillir au minimum. Voilà, il faut à tout prix, économiser et puis vivre en pauvre. Voilà, ça devient le sujet numéro un. Voilà. C'est extraordinaire. Voilà, ils se sont donné le mot. Évidemment, avec en plus le Covid qui revient évidemment, hein, puisque les législatives sont passées et que il faut que les gens absolument se fassent repiquer. Donc, on, on, on fout la patate sur le retour, le grand retour du Covid. Voilà. Donc c'est vraiment affreux, quoi. C'est vraiment affreux avec de la pub évidemment du ministère sur la nécessité avec une belle musique, etc. Vraiment incroyablement dégueulasse en disant, en montrant bien le bonheur de se faire piquer. C'est horrible. C'est vraiment d'une. On, on va parler, et les gens, de cette période, hein, de folie des médias, des grands médias. On en parlera. Ce sera vraiment un cas historique où, voilà, je dirais un véritable délire s'est emparé de l'ensemble des grands médias, TF1, France Info, Antenne 2, en particulier la 5 évidemment. Et, euh, et c'est désolant. Et ça montre un état de panique, quoi. Je veux dire qu'ils fassent ça de façon aussi grossière, de façon aussi énorme, en se foutant à ce point de la gueule des gens, ça a quelque chose de tragicomique. C'est assez affreux. C'est assez affreux, enfin, mais c'est en même temps comique parce que tous ceux qui ont un petit peu de recul, bah, ne font que constater cette dérive incroyable, cette folie, quoi. Véritablement, c'est de la folie, quoi. Et bon, et ils tentent le coup, ils tentent de se sauver. On sent que il y a voilà, les, il y a des ordres qui sont donnés. Ça va être la grande faillite, ça va être le grand tsunami dont j'ai déjà parlé. Et, et donc, il faut se préparer à une vague de pauvreté, d'appauvrissement, hein,
gigantesque, quoi. Voilà. Donc là, je pense que on regardait tout sauf Macron, pour l'exclamation. Je m'efforce de rassembler voilà, les informations que je reçois de façon régulière et, et qui confirment tout, quoi, je veux dire. Voilà. Hein, alors, de façon, avec différents formats, donc ce qui facilite la compréhension. Mais en gros, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il y a une grosse faillite qui est en train de se préparer, ce qu'ils appellent le grand reset. Grand reset, comme je déjà dit, c'est les tours de Manhattan qui s'effondrent, hein, les Vanguard BlackRock qui s'effondrent, parce qu'elles sont piégées mathématiquement par un défaut de rentabilité et qu'il va falloir assumer, quoi, parce qu'elles valent la moitié de ce qu'elles prétendent valoir aujourd'hui, sinon moins. Et donc, tous ceux qui détiennent, qui ont confié leurs économies, hein, leur retraite à ces deux fonds de pension, eh ben, vont se retrouver un peu à poil. Donc c'est quand même, c'est dramatique. C'est dramatique. Hein, je veux dire, leur revenu de retraite par capitalisation va s'effondrer. Madoff était aussi, le fameux Madoff qui est mort il y a 2 ans, était aussi un fonds de placement justement très orienté vers la capitalisation de retraite. Hein, et puis finalement, il valait 10% de sa valeur. Et c'était une catastrophe, quoi. Je veux dire, je ne sais plus combien c'était, si c'était 50, c'était pas 20 000 milliards, hein, non, ça devait être 50 milliards ou 100 milliards, mais enfin, d'un seul coup, ça valait plus rien. De la même façon que une très grosse partie, lorsqu'on a eu on a eu la crise de 2008, Lehman Brothers s'est effondré, parce qu'il y avait comme ça des placements qui valaient 10% de leur valeur, qui étaient dans les actions pourries, qui étaient dans les junk stock options, et pourries, junk, et qui donc étaient basés sur de l'immobilier qui ne valait rien, voilà, sur des maisons qui étaient hors d'état, enfin je veux dire, voilà, qui ne valaient pas 10% de leur valeur parce qu'elles étaient mal placées, parce qu'elles étaient mal dimensionnées, parce qu'elles étaient mal conçues et puis que personne ne pouvait les acheter, quoi. Et qui sont retrouvées à vendre par milliers, quoi. Je veux dire. Ça, c'était la crise de 2008 basée sur ce qu'on appelle les subprimes, hein, sur les actions pourries liées à cette bulle qui avait été constituée volontairement. Ça a été juste un moyen de gagner un petit peu de temps, mais qui a fait cette énorme crise de 2008 et dont on a encore les stigmates et qui a appauvri l'Europe de façon considérable, hein, que les Américains se sont efforcés effectivement de transformer en faillite européenne, en fait, en pillage de l'Europe, et qu'ils voudraient évidemment encore faire. Alors, donc, il y a un vent de panique, comme je vous l'ai dit, comme on s'est déjà fait avoir, on va pas se faire avoir à nouveau. Donc on n'aura pas du tout cet effet de surprise. On a déjà vu l'escroquerie en œuvre à cette occasion, et donc on va pas se faire avoir cette fois-ci, même si la direction européenne est complice et tente d'embarquer l'Europe dans à nouveau, d'en faire à nouveau la victime et la victime de cette faillite américaine, et de faire payer aux Européens voilà les escroqueries de ces fonds de pension délirants et interdits, bien sûr interdits. Voilà.
Donc, on voit qu'ils font n'importe quoi, parce que quand on se comporte avec une telle grossièreté, hein, dans le matraquage médiatique, dans l'intoxication médiatique, eh bien, ça ne peut être que dans un état de panique. Hein, je veux dire, c'est tellement grossier, hein, tout ça, ce montage, ce guignol, vraiment cette guignolerie, c'est effarant. Alors, évidemment, il se base sur l'idée que la grande majorité des gens ont gobé jusqu'à présent. On a réussi à leur faire gober la fausse vaccination, la fausse pandémie. Et ben pourquoi on ne continuerait pas à leur faire gober là, puisqu'ils gobent. Mais non, les choses changent. Encore une fois, les gens étaient atterrés il y a 3 ans par le caractère très nouveau, très brutal, totalement inattendu. Et puis finalement, bah, ils se sont laissés avoir, quoi. Ils ont suivi. Là, c'est quand même très très différent. Là, on a un nombre de personnes complètement conscientes de ces escroqueries prolongées de ces 3 dernières années, qui est quand même très nombreux. Hein, on a un nombre important, voilà, de gens parfaitement conscients et qui sont devenus très méfiants et qui décryptent justement l'escroquerie de façon immédiate. Donc, c'est-à-dire, actuellement, dès qu'il y a voilà, une nouvelle fake news de la part de ces escrocs, elle est tout de suite dénoncée, hein, dans la journée. Et puis, voilà, ça fuse de partout. Et donc, encore une fois, la population est, est très touchée, traumatisée, parce que le nombre quand même de personnes qui ont subi les effets de la fausse vaccination est très important. Il y en a partout. Hein, je veux dire, il n'y a pas une famille dans laquelle il n'y a pas une personne qui n'est pas tombée malade à cause de cette injection voilà, dangereuse. Et donc, la méfiance est en place. Et puis, je dirais, c'est réparti dans tout le territoire. Ça a quasiment une valeur d'élection. Ça concerne absolument tout le monde. Donc, la réaction à la tentative nouvelle, hein, puisqu'il est question d'essayer de remettre le pass vaccinal au 1er août. C'est Estrosi, hein, l'escroc Estrosi, l'escroc, oui, tiens, Macron l'escroc, Estrosi l'escroc, ça va bien ensemble. Celui qui était chargé de la sécurité à l'attentat de Nice, hein, celui qui n'a pas fait déplacer, mettre en place les pylônes qui repèrent les blocs de béton qui auraient prêté, je dirais, auraient permis d'éviter le carnage lors de cet attentat. C'est Estrosi, voilà, qui a réussi à se faire. Vraiment, ils sont balèzes. C'est incroyable. Le responsable de la sécurité au moment des attentats, celui qui n'a pas fait la seule chose qu'il fallait faire, voilà, et il faudra qu'il s'explique un jour. Voilà. Eh bien, donc c'est lui qui a parlé de ça, un des premiers. Voilà. Ils veulent et tenter de remettre le pass vaccinal. Ils n'ont pas osé le faire au moment du Conseil des ministres de mercredi dernier. Mais voilà, ils vont essayer, en passant par les petites portes à gauche, à droite, d'essayer. Mais je pense que, quand même, je parie que sur le fait que la réaction nationale, qui a été bien chauffée à l'occasion de ces élections, il faut bien comprendre que ces élections ont permis quand même de consolider considérablement l'anti-macronisme, hein, l'anti-nécrosisme, l'anticorruptisme, voilà, qui
qui a été dénoncé en long, en large, en travers. Encore une fois, si Macron aujourd'hui est là, c'est simplement par escroquerie, c'est parce qu'il y a eu une escroquerie sur les élections. Hein. Ce sont des fausses élections. Hein, ça a été trafiqué de A à Z et donc normalement Macron aurait dû arriver troisième. Et donc ils se sont arrangés en trafiquant ces élections pour le faire passer en premier. Voilà. Donc ça, ce sera mis en évidence. J'espère que on espère, non, que voilà, les actions en justice visant à annuler ces élections vont se poursuivre et que voilà, et puis qu'on sera, je dirais que ce sera une des voies donc d'éjection. Le terme éjection est bon pour ces élections, éjection. Voilà. Et bien pour virer cet escroc avant, j'espère, avant 2 ans, quoi. En tout cas, donc, c'est pour ça encore, je parlais d'optimisme hier, j'en reparle aujourd'hui. On a progressé énormément. J'avais une personne qui m'envoyait un message, on a raté. Non, on n'a pas raté du tout. On a progressé énormément et très 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 solidement. Ces élections et ces buts des élections ont été véritablement l'occasion d'éclairer énormément de gens. Chaque citoyen a pu, je dirais, se former beaucoup plus, s'informer et donc on a considérablement avancé. Et si on a eu ces résultats incroyables, voilà, que ce soit du côté de rejet de Macron et de montée de LFI d'un côté et du Rassemblement national de l'autre, c'est bien la preuve totale d'une évolution considérable de la psychologie du citoyen. Voilà, il y en a encore qui restent, je dirais, dans un état attentiste, qui n'ont pas encore pigé, mais le nombre de personnes qui ont gagné en compréhension a énormément augmenté. Donc on est très très bien parti. On est complètement dans le bon sens. Et la vague, c'est surtout la vague du rejet qu'on a constaté et qui va continuer. Voilà. Donc soyons optimistes et continuons d'agir, puisqu'on voit qu'ils tentent, ces misérables, ces minables, ces criminels, qu'ils essayent de réintroduire aujourd'hui une vaccination, une 4e dose. Voilà. Ils ne parlent que de ça, je veux dire, voilà. Mais, on est pauvre. 2, voilà, les prix augmentent à la vitesse grand V. On va manquer de tout. Voilà, les tomates, tout, le blé, l'huile, tout, etc. Donc, c'est la panique. Et c'est une panique qui leur convient. Ils la créent. Encore une fois, cette inflation, c'est à cause de la fabrication de fausses monnaies. C'est à cause des 1000 milliards qui ont été mis à l'occasion, quoi qu'il en coûte, à l'occasion de cette pseudo-pandémie. On a tout stoppé, on a arrêté l'économie, on a fermé les commerces de façon très prolongée, on a réduit l'activité économique de façon considérable, donc on a appauvri effectivement, et on a émis de la monnaie pour 1000 milliards pour donner aux gens qui ne travaillaient pas. Donc on a créé de la fausse monnaie, donc ça crée de l'inflation. C'est tout. Je veux dire, c'est pas dur. Il faut pas chercher. Voilà. Et en plus, on a provoqué cette guerre en Ukraine pour créer
également de la pénurie, pour permettre de la spéculation sur le blé, sur les denrées alimentaires, et créer une spéculation qui a un très bon coup, parce que à partir du moment où il y a de la panique, de la spéculation, bah, tous ceux qui ont des moyens, et donc en particulier les fonds des caisses de retraite, etc., spéculent à mort. On achète le blé, on achète l'huile, on achète les céréales, on achète le pétrole, voilà, et on fait un super bénéfice, hein, on spécule à mort, quoi. Donc ça permet de mettre un petit peu de gruger un peu tout le monde et de voler, quoi. Je veux dire, c'est du vol pur, voilà. Et donc bah, ça marche un peu, mais si les gens gardent leur sang-froid, et ça c'est un point important, c'est-à-dire que si on a la conscience, et on l'a cette conscience, hein, encore une fois, parce que le vote l'a prouvé que les gens étaient conscients, que les Français étaient conscients, eh bien, à partir de là, on garde son sang-froid. Et c'est le plus important, c'est de ne pas paniquer. Il ne faut pas paniquer. Hein, encore une fois, tout est, tout est lié. Et celui qui va il ne peut pas y avoir, il peut y avoir il va y avoir un tsunami financier, il va y avoir des écroulements, mais on peut éviter si on ne panique pas, si les gens restent calmes et si les gens résistent et s'expriment, et voilà, eh bien, ça va nous passer, encore une fois, on va flotter. On va flotter le paquebot France et le paquebot Europe, parce que je parle des peuples. Les escrocs, ils sont à Bruxelles. Hein, c'est encore là, vous avez un niveau de corruption qui est extraordinaire au niveau de Bruxelles, mais eux, ils représentent rien du tout. Hein, c'est pas du tout les peuples. Les Macron, les Draghi, les Ursula, etc. Tout ça, ce sont tous des employés, hein, de Vanguard BlackRock. Ils sont tous corrompus, hein, et soumis, et serviles, et obéissants, et ils sont là pour ruiner l'Europe. C'est leur objectif. Et ils réussissent, moyennant corruption une corruption très très active, à entraîner du monde, hein, autour d'eux. Mais c'est fragile. Je vois qu'ils ont réussi à tomber d'accord de façon unanime sur la candidature de l'Ukraine. Bon, ça n'est qu'une candidature, mais là, il y a eu quand même certainement un petit paquet de tractations. Le but étant de maintenir la plus forte pression possible sur la Russie, c'est-à-dire de maintenir le conflit à un niveau de tension maximum, alors qu'il se termine, quoi, je veux dire. Et donc, ça ne va pas marcher. Et donc, encore une fois, c'est pas parce que on a eu justement un accord comme ça que tout ça, ça va se maintenir. Là, aujourd'hui, la Russie va stopper. Elle a eu ce qu'elle voulait. Elle a pris des grosses pièces, justement, sur tout l'est de l'Ukraine. Hein, vraiment des gros morceaux, là, qui vont jusqu'à la Crimée. Donc, elle a constitué une unité territoriale qui constitue un assez gros atout en termes de négociation. Et donc, je dirais, en termes d'investissement et de rendement par rapport à, je dirais, à cette action, à cette action offensive et défensive, encore une fois, eh bien, il y a de quoi largement, il y a de quoi faire un équilibre, c'est-à-dire vis-à-vis du peuple russe, cet investissement sur cette action militaire
se révèle objectivement rentable. Donc là, vous voyez, là, tout l'effort s'est porté à 100% sur l'Est et sur la constitution d'une grande marche. Une marche, c'est-à-dire au sens de protection en quelque sorte, et qui constitue une base de négociation forte, et de la même façon qu'ils n'ont jamais lâché la Crimée, ils ne lâcheront pas non plus tout l'Est de l'Ukraine, et donc l'Ukraine est totalement perdante dans ce conflit que l'Europe a attisé, et donc la Russie va en rester là, et évidemment ils vont vous baratiner en disant que la Russie a perdu, a abandonné, parce qu'elle n'a pas occupé toute l'Ukraine, etc. Bon, tout ça, c'est évidemment que des conneries. La Russie a obtenu ce qu'elle voulait de façon large, et les chiens aboient, la caravane passe, et donc on va arriver à un apaisement, parce que en pratique, on ne peut pas non plus continuer comme ça. On a besoin du blé ukrainien et russe, on a besoin du gaz, voilà, du gaz et du pétrole russe, etc. Donc tout ça, en essayant de ne pas perdre la face, va se réduire, donc on va avoir un apaisement. On va faire continuer cette affaire-là médiatiquement, je dirais indéfiniment, pendant des années, mais l'affaire est close. Et donc, je dirais, il n'y aura pas, parce qu'on ne peut pas aller plus loin, et parce que, simplement parce qu'il est impossible d'attaquer la Russie, qui est la première puissance nucléaire mondiale, véritable, voilà, et en plus la première puissance militaire, donc nucléaire et militaire, et donc en pratique, de la même façon que la Russie a gagné dans tout le Moyen-Orient, complètement, voilà, complètement, les Américains ont tout perdu au Moyen-Orient, eh bien, en Ukraine, là, ils ont pris suffisamment je dirais, de réserves pour pouvoir ensuite négocier indéfiniment et sans plus de résultats, voilà, mais pour les Européens et les Américains. Et donc, cette partie-là, ce buzz de la guerre dans l'Ukraine est en train de disparaître. On ne peut absolument pas se passer de la Russie. On voit que l'Allemagne et même la France font repartir leurs centrales à charbon. C'est vraiment à se tordre de rire. C'est incroyable. On a fait 180 degrés par rapport à la démarche écologique. Voilà, et même en France, voilà, parce qu'il y a trop de centrales nucléaires qui ont été laissées, je dirais, qui ont été mal entretenues, et donc qui sont à l'arrêt. Et donc finalement, on est obligé de remettre en route des centrales à charbon. C'est absolument, c'est désopilant, voilà le terme. C'est de la ridicule finie. Voilà, donc si nous ne paniquons pas, et je dirais que, vous savez, l'Allemagne, ce sont des gens très 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 raisonnables. Je me doute bien que Scholz doit être entre guillemets un young leader lui aussi, sinon voilà, il ne serait peut-être pas allé, je dirais, en Ukraine en train avec Macron et Draghi. Draghi, c'est un escroc, je dirais, notoire. Scholz, on ne savait pas trop. Merkel était quand même bien inclinée, mais quand même les Allemands raisonnent avec un niveau de rationalité qui est quand même très nettement supérieur à celui de la France, où on a vraiment des petits cons, quoi, et puis des gens qui sont vraiment, comment dire, qui n'ont qu'une idée, c'est d'obéir à leur patron, et de soumettre la France, et de ruiner la France. Donc on n'a pas du tout la même psychologie en Allemagne. Les Allemands restent quand même avant tout préoccupés
par leur stabilité et par la stabilité de leur économie. Et donc, on a un socle, quoi. Et donc, on peut, l'ensemble européen va se maintenir, en particulier grâce à la stabilité allemande et à, encore une fois, l'intelligence française. Parce que les Allemands ne disent rien pour avoir des analyses, une compréhension qui est suivie par les Allemands, bien sûr. Une compréhension géopolitique, c'est plus le rôle de la France. C'est en France que on va développer la compréhension des choses, ça, on est très actif. Il y a des gens qui réfléchissent et qui s'expriment. Voilà, là, on est très très bien positionné. Et finalement, c'est ce couple franco-allemand, et d'un point de vue aussi, quand même, aussi l'Italie, mais c'est plus difficile parce qu'elle est dans une situation économique un peu dramatique, et parce qu'ils n'ont pas du tout cette tradition d'analyse poussée et systématique. Mais elle apporte, je dirais, quand même une dynamique et un sens de la révolte du peuple qui est assez fort. Donc tout ça, ça marche ensemble, ça fait quelque chose d'assez costaud et suffisant pour pouvoir bien résister. Donc, mais ce sont les peuples, encore une fois, qui vont résister et qui vont imposer à leurs gouvernants, à leur gouvernement corrompu, en France, via l'Assemblée nationale, encore une fois, comme j'ai dit hier, eh bien, de prendre les bonnes mesures, de ne pas céder à la panique, de ne pas prendre des décisions complètement folles, qui stressent la population et qui, en fait, abrutissent aussi la population. Parce que c'est la panique qui est toujours la plus dangereuse. Si on panique, à ce moment-là, on s'effondre. Vous savez, c'est comme dans les boîtes de nuit là, dans lesquelles il y a le feu, ou dans les paquebots, etc. Si le peuple panique, si la population, si le grand nombre panique, à ce moment-là, c'est là que les catastrophes se produisent et que on a des conséquences qui peuvent être énormes. Si par contre on garde son sang-froid et qu'on continue à bien réfléchir et à bien échanger, eh bien, il n'y a pas cet effet d'écroulement, tout simplement. Donc, c'est-à-dire que, en gros, les gens restent à ce moment-là optimistes et on ne se met pas à brader tout, et on ne se met pas à replonger dans dans la dépression économique, dépression intellectuelle qui engendre une dépression économique. C'est-à-dire que, en gros, le pays se maintient et reste attractif, et donc maintient un niveau d'investissement interne et externe et de l'étranger qui est élevé. Et donc ça continue. Et donc ça passe. Et donc on se maintient à flot. Voilà. Et donc, surtout, même, je crois qu'il y en a qui disent « Ah, c'est la fin de l'euro, tout va s'écrouler. » Pas du tout. Pas du tout. Tout ça, c'est complètement... C'est bidon. L'euro va bien. L'euro est porté par l'Allemagne. Et puis l'Allemagne ne va pas revenir aux marques. C'est pas demain la veille. Donc l'euro, c'est une bonne monnaie. Elle est solide. Il faut simplement, effectivement, cesser d'émettre de la fausse monnaie en masse. Donc il faut vraiment qu'au niveau de l'Assemblée nationale, que ce soit justement les nouveaux partis s'opposent soient vigilants. Et pour ça d'ailleurs
que la commission des finances est un sujet important parce que justement il faut avoir l'œil sur la politique financière et monétaire. Voilà. Hein, la grosse catastrophe a été, enfin la grosse catastrophe, la grosse erreur qui fait que les gens aujourd'hui se retrouvent avec notamment avec je dirais un prix de l'essence, prix du diesel, etc., très élevé, et le prix, et puis une inflation quand même incroyable qu'on n'avait pas vue depuis très très longtemps, depuis pratiquement 30 ans, eh bien, ça c'est le fait qu'on a stoppé l'économie et qu'on a émis de la monnaie. Donc, si on multiplie, voilà, on augmente de 10% la masse monétaire, eh bien, évidemment, ça crée une inflation de 10%. C'est tout con. Donc, il faut surtout ne pas autoriser, c'est pour ça, et ça, l'Assemblée a tous les moyens pour l'exprimer, pour le dire, on reste rigoureux, et ça, c'était normalement la politique allemande. Elle s'est infléchie pendant ces 3 ans. Dans le doute, en quelque sorte, l'Allemagne a cédé et a accepté d'émettre, de fabriquer de la fausse monnaie, donc de générer de l'inflation, mais ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer. Les Allemands ont tellement souffert de l'inflation de la République de Weimar que c'est devenu un sujet complètement sacré. Donc on peut faire un écart sous l'action, sous l'effet de cette panique attachée à cette pseudo-pandémie. Et donc ils ont cédé, mais ils ne vont pas céder plus longtemps. Voilà, donc il ne faut pas s'inquiéter, on est 500 millions d'Européens, on communique à mort, on a un très bon niveau sur l'ensemble du territoire européen, 500 millions, hein, encore une fois, il y a 120 millions de Russes, il y a 500 millions d'Européens, il y a 300 millions d'Américains, hein, et globalement, je dirais, l'économie européenne est saine, ça n'a rien à voir avec l'état des États-Unis qui se sont complètement effondrés au point de vue industriel, hein, et qui, je dirais, jouent au bluff avec les GAFAM en disant, voilà, on est les rois de la modernité avec Amazon, avec Tatati. Mais tout ça, c'est bidon, hein, c'est fragile, ça n'a pas grande valeur. Hein, des Amazones, il y a eu Alibaba en Chine, je veux dire, tout ça, le développement de logiciels, tout ça, tout le monde sait faire. Ça n'a rien à voir, au point de vue investissement, avec l'investissement d'infrastructures et l'investissement industriel. Et là, de ce point de vue-là, je dirais, les États-Unis sont malheureusement en lambeaux, hein, parce que leurs infrastructures sont en très mauvais état, et parce qu'ils ont un retard au niveau social, en termes d'amortisseurs, voilà, qui est considérable. Donc, les États-Unis sont infiniment plus fragiles, et donc ils essayent de tout faire en corrompant l'Europe au sommet, au maximum, pour essayer de déstabiliser l'Europe et l'euro. Mais il ne faut pas se laisser impressionner. Il faut être conscient du danger et de cette attaque qui était vraiment une guerre financière, une guerre, voilà, mais par rapport auquel nous sommes surdimensionnés, encore une fois. Hein, je veux dire 500 millions d'Européens qui ont un niveau moyen qui est très élevé. Et avec notre allié russe, parce que les Russes sont nos alliés. Il ne faut pas en douter. Hein, on enseigne. Ils font tout pour essayer de nous en faire des ennemis, mais pas du tout. Je dirais, l'Europe, la Russie fait partie de l'Europe, voilà, à 100%. À 100%, il n'y a pas plus Européens que les Russes. Voilà, donc maintenant, évidemment, ça ne plaît pas aux Américains qu'on aille acheter le gaz et le pétrole russe. Ils préfèrent qu'on achète à
2 fois plus cher, le gaz de schiste pourri voilà, aux États-Unis, là, donc tout sera fait de la part des Américains pour essayer de créer une tension et une inimitié vis-à-vis de la Russie. Parce que c'est leur intérêt, c'est que les Européens achètent le gaz au prix élevé aux États-Unis pour essayer de les renflouer alors qu'ils s'écroulent. Hein, voilà. Donc tout ça, c'est bidon. C'est complètement bidon et ça ne va pas durer, ça ne peut pas durer. Parce que, justement, on est parfaitement conscient de cette énorme entourloupe. Et donc, l'entourloupe, on peut tromper les gens un certain temps, mais après, c'est fini, quoi. Voilà, après, la confiance s'effondre et puis on n'y croit plus rien. Maintenant, tout ce qui vient des États-Unis, on sait que c'est marqué par la faillite en cours, qui a lieu là. C'est inéluctable. Voilà. Donc, ils vont encore. Je dis pas que tout le monde va tomber en faillite aux États-Unis, mais ça va être quand même une très grosse cata. Hein, et donc, on va avoir une faillite financière, donc forcément un écroulement du dollar. Forcément, le dollar est déjà en train de s'écrouler. Et au profit des monnaies, justement, européennes, du rouble qui n'arrête pas de monter, du yuan, de la monnaie chinoise, des autres monnaies qui ont eu le temps, depuis 20 ans, de se consolider. Donc le dollar finit son cycle. Et donc, bon, il n'y a plus de ressources, c'est fini. C'est fini. Hein, ils avaient un peu espéré, je dirais, avec la guerre en Ukraine, obtenir un peu de délai, mais ça y est, c'est le flop, quoi, c'est terminé. Parce que dès qu'on rentre dans le domaine militaire, bon, bah, c'était perdu d'avance, quoi. Donc ils gagnent un petit peu de temps, mais c'est trop tard, parce que justement, ils ont accumulé tellement de bêtises, que les Européens ne sont pas dupes, ne sont plus dupes. Et qu'est-ce que je dis, tous les jours, on a les preuves qui s'accumulent sur la dangerosité extrême de ce pseudo-vaccin qu'ils ont voulu nous imposer. Il y a une étude américaine qui a été mise en évidence et qui confirme le risque majeur terriblement accru de myocardite et de péricardite auprès des jeunes. Donc ça veut dire que c'est très dangereux de vacciner les jeunes, d'injecter cette saloperie aux jeunes parce que le cœur s'épuise, hein, parce qu'effectivement il y a des problèmes de circulation dans les petits vaisseaux qui sont bouchés par les molécules spike et donc qui en fait font travailler le cœur de façon excessive pour compenser puisque ça circule moins et donc ça crée des péricardites, des myocardites liés à cet épuisement du cœur. Donc c'est démontré que ce pseudo-vaccin est très dangereux pour les jeunes. Pour les jeunes, encore une fois, pour les gens en bonne santé, il n'y a que des inconvénients à prendre ce truc-là, parce qu'ils sont très très bien défendus par leur système immunitaire. Et par contre, il n'y a que des inconvénients. Que des inconvénients, puisque ça crée en fait des maladies qui n'avaient pas, et des maladies graves, parce qu'on meurt d'une myocardite, on meurt d'une péricardite. Donc, l'escroquerie du sujet majeur de ces 3 dernières années, à savoir cette pandémie, eh bien, ne cesse pas d'être révélée quotidiennement. Et Dieu merci, heureusement qu'il y a de la liberté d'expression aux États-Unis et qu'il y a des gens, je dirais, suffisamment courageux pour avancer. C'est ça qui va d'ailleurs sauver les États-Unis. Il ne faut pas croire non plus les États-Unis vont se prendre un grand coup dans la gueule,
évidemment, c'est les plus pauvres qui vont morfler, comme d'habitude, toujours, c'est toujours comme ça, hein, mais ils vont peut-être aussi un peu se révolter, et, donc, je pense que les escrocs seront dénoncés, et que ça va mal se passer. Donc, les escrocs ont intérêt à faire le ménage avant qu'on aille les chercher, parce que il y a effectivement aussi plus de violence naturelle aux États-Unis qu'en Europe, et donc ça risque de très très mal se passer. Donc je conseille aux escrocs, hein, s'ils veulent, je dirais, limiter la casse, eh bien de prendre un peu les devants, et puis de gérer cette faillite, quoi, de gérer au mieux cette faillite, et au lieu d'avoir un effondrement vertical, eh bien d'amortir un peu les choses. Et puis, bon, il y aura des dégâts, il y aura des suicides, il y aura etc. Mais on peut toujours faire mieux, hein. On peut, je dirais, traiter un écroulement de façon plus ou moins contrôlée. Donc, il faut le faire. C'est notre recommandation, c'est ma recommandation, c'est la recommandation de tous les gens raisonnables. Il y a une faillite qui se prépare. Efforcez-vous de la gérer un peu convenablement avant que ça soit vraiment la catastrophe de la catastrophe qui va balayer beaucoup de monde. Les États-Unis conservent de gros atouts. Encore une fois, je dirais, ça va pas bouger, hein. Je veux dire, il y a un dynamisme, il y a une inventivité, capacité d'innovation, qui sont vraiment une spécificité américaine, et qui peut être exploitée, hein, voilà. Mais maintenant, bon, je dirais, les rêves de grandeur, c'est terminé, hein. Vous n'aurez pas du tout les moyens, les Américains n'auront pas les moyens de diriger le monde comme ils voudraient. Certains voudraient encore le faire, ça c'est terminé. Je dirais, les États-Unis sont en ruine aujourd'hui, et donc ils vont subir cet écroulement, mais derrière leur qualité profonde, quand même, vont se maintenir. C'est un marché magnifique, et d'autre part, voilà, pour pouvoir lancer les produits, pour innover, etc., c'est quand même le terrain le plus favorable. Il y a une tradition de dynamisme, d'investissement, de prise de risque, etc., qui est plus que séculaire, qui a 300 ans, qui date même, en fait, de la fondation même des États-Unis. Et donc, le monde a besoin des États-Unis. Ils ont péché par excès d'orgueil et par paresse, c'est toujours par paresse, mais il reste nécessaire, utile, comme espace de progression, en quelque sorte d'innovation, de progression, de progrès. Et donc, c'est pas l'intérêt des Européens, et ni de l'Asie, etc., que les États-Unis s'effondrent trop. Voilà. Donc, il y aura des dégâts, et on espère que les coupables, hein, eh bien, un certain nombre seront dégommés, mais on va encore une fois s'en sortir. Voilà. Alors, Européens, unissez-vous, gardez votre sang-froid, gardez votre réflexion. Moi, je vois tous les jours, je dirais, une assez grande profusion d'analyses qui sont de très bonne qualité. Et donc, il faut continuer, garder son sang-froid, virer Macron et les macronistes, enfin la bande d'escrocs, et en compagnie avec les peuples italiens, les peuples allemands et tous les peuples, d'ailleurs d'Europe, et puis communiquer à mort, et puis effectivement, je dirais avancer, montrer que on est calme, ne pas faire de bêtises avec l'euro, et on va réussir globalement à limiter la casse et à permettre un atterrissage et une remise en, voilà,
enfin, une gestion de la faillite américaine, de l'écroulement des économies américaines, je dirais, convenable, enfin, je dirais, et donc dans l'intérêt de tout le monde. Voilà. Donc, il faut se maintenir l'effort, maintenir tout ce qu'on fait depuis maintenant depuis 3 ans. La France a son rôle considérable à jouer. Comme le disait mon ami Gilles, eh bien, le monde entier regarde la France. La France a toujours joué ce rôle-là dans toute son histoire et on l'attend, et les peuples du monde entier attendent de la France qu'elle continue à jouer ce rôle-là. Voilà. Donc ça vient compléter, c'est très important, parce que moi j'étais effaré de voir justement ce revirement des médias aussi rapide en quelques jours, et on revoir débarquer la Crémieux, là pour dire faut se faire vacciner, il faut la 4e dose. Salope, voilà, j'ai le droit de le dire, attention. Hein. Salope, c'est une salope. Voilà, ça fait des maintenant 3 ans qu'elle nous emmerde et qu'elle vient systématiquement dire aux gens de se faire vacciner et de mettre des masques. C'est une grosse salope. Donc il faut virer cette bonne femme-là. Hein, quand vous voyez Crémieux qui apparaît à l'écran, vous savez qu'elle est là pour vous enfoncer, pour vous rendre malade. Hein, et je dis que c'est une grosse salope, et j'ai le droit, parce que le tribunal de Nancy, ou Metz, avait donné raison à Benos quand il a traité Le Pen de salope. Il avait le droit. Et donc j'ai le droit de la traiter de salope. Et c'est une salope. Donc on voit plus Combe, je crois qu'elle a pris conscience. Elle qui était tout le temps sur les plateaux, mais je crois qu'elle a eu un coup de conscience et qu'on la voit plus. Donc elle a dû finalement comprendre qu'elle avait dit des conneries pendant 2 ans. On voit plus beaucoup moins de médecins. On voit toujours le Mégamal, je ne sais plus comment il s'appelle. Il y en a un qui est aussi qui fait la paire avec Crémieux aussi. Et puis Pelou, on voit un petit peu moins. Enfin, en tout cas, il y a moins de médecins qui viennent oser, je dirais, continuer à envoyer les Français au casse-pipe. Maintenant, donc, il y a quand même, même Blachier, lui, il a changé d'avis pratiquement toutes les 3 semaines. Et puis, bon, je crois que maintenant, on le voit moins, justement, parce qu'à un moment donné, il a eu une crise de remords. Il s'est dit, merde, j'ai trompé tellement de monde. Donc, il a changé d'avis 2-3 fois. Hein, il a fait la girouette, donc on ne le voit plus non plus. Je crois pas trop je pense que là maintenant, là, les médecins vont être quand même, les médecins de plateau, voilà, comme Crémieux, vont être quand même moins présents. D'ailleurs, c'est incroyable. Avant, on voyait pas Crémieux tout le temps. Là, maintenant, on la ressort à chaque fois. C'est la seule à oser encore dire aux Français d'aller se faire vacciner. Les autres, ils commencent à dire putain, qu'est-ce qu'on a dit comme connerie, et à préparer leur défense. Delfrécy, voilà, il a avoué il y a 2 mois, et puis il a dit un petit mot de plus, mais enfin, il faudrait peut-être prendre sa retraite gentiment. Essayer, voilà, en évitant la tôle. Voilà. Donc, là, c'est solide. Hein. Écoutez, lisez ce que dit Philippot. Philippot est un mec bien. Il est dynamique. Il ment pas, c'est pas un menteur. Il a une bonne analyse. Donc, Philippot, là, qui a fondé les Patriotes, qui n'a pas pu se faire élire député, le pauvre. Bon, comme Bonner, la pauvre. Mais non, abonnez-vous aux Patriotes, abonnez-vous à Philippot. Il ment pas. Il ment pas. C'est un mec intelligent, dynamique, correct. Donc, vous aurez toujours de l'information Il n'est pas vendu du tout. Hein. Voilà, c'est pas un Bérou. Hein, c'est pas
un lèche-cul abonné au pain de lentilles, hein, qui se vend à chaque occasion. Non, Philippot est un type correct. Voilà, donc vous pouvez... et puis, donc, il y a une... qui s'exprime quasi quotidiennement. Moi, je reçois pratiquement 2 messages. Et qui est sur le qui-vive. Les patriotes, en général, c'est un bon mouvement. Vous pouvez vous rapprocher d'eux. Ce ne sont pas des escrocs. Ils ne sont pas vendus. Ils ne sont pas des francs-macs. Voilà. Ils ne sont pas sous influence. Alors, encore une fois, pauvre franc-mac, hein, je dirais le problème, je recommande à tous ceux qui sont encore francs-maçons de quitter, de rendre leur robe, parce qu'il y a vraiment trop d'escrocs dans cette clique. Et ceux qui sont entrés un peu par une sorte un peu d'idéalisme et toujours de l'intérêt, eh bien, ont plutôt intérêt aujourd'hui à quitter cette clique. Hein. Aujourd'hui, c'est terminé, hein, les messes basses, c'est fini. Hein, faire des voilà, des réunions cachées, etc. Dans le secret, tout ça, c'est terminé, c'est fini. Hein, parce que c'est ultra corruptible. Et c'est corrompu, c'est extrêmement corrompu. Malheureusement, les francs-macs se sont fait vraiment maquer, ont été achetés. Et il y a vraiment des pourritures là-dedans, en grand nombre. Hein, des gens du style de Manuel Valls, hein, je vais dire des grosses pourritures. Et il y en a plein comme ça, et qui sont pris à la gorge. Hein, qui sont pris à la gorge, donc ils n'arrivent pas à s'en sortir, et qui ne peuvent pas se débarrasser des chantages auxquels ils sont soumis. Donc je recommande vraiment aujourd'hui à tous les francs-maçons aujourd'hui de déserter un peu ce radeau de la Méduse, ce paquebot qui coule. Refaites, alors je dis, et puis vous y reviendrez peut-être après lorsque le ménage aura été fait, pourquoi pas, mais je pense que c'est vraiment c'est un archaïsme, c'est un atavisme et un archaïsme, et que ça n'a fait trop de mal. Ça a fait trop de mal à la France. Et puis voilà, c'est complètement hors date, hors sujet. Il faut, la franc-maçonnerie n'a plus de raison d'être aujourd'hui. Elle s'est dévoyée totalement. Elle est corrompue jusqu'à l'os. C'est absolument épouvantable. À partir d'un certain degré, par les bas niveaux, là, c'est des braves gens qui s'occupent. Hein. C'est les clubs, voilà, et qui, bon, s'améliorent dans leur... ils trouvent un moyen de s'élever un peu au point de vue point de vue expression, point de vue réflexion. Ça, c'était l'origine, quoi. Mais ça a été tellement corrompu que maintenant, ça ne vaut plus rien, quoi. Donc, n'y allez pas. Je dirais, c'est comme la vaccination. Si vous y êtes, quittez-les. Hein, on est bien mieux entre nous à travailler à l'air libre, à travailler à ciel ouvert. Hein, je veux dire, les messes basses, les petits conclaves, les réunions secrètes, franchement, c'est plus d'époque. Voilà. Hein, avec toute une hiérarchie affreuse, extrêmement dure. Ça ne peut que vous embarquer dans des choses extrêmement négatives. Et puis ils ont été tellement, comment dire, justement, aussi, il y a eu tellement de scandales avec des crimes, je dirais des assassinats commandés sur commande. C'est affreux, quoi. Je veux dire, ils se sont dévalorisés. Leur image s'est complètement pourrie, quoi. Voilà, Cahuzac était, en faisait partie. Et dès que vous avez Benalla en fait partie, etc. Donc dès que vous avez un gros scandale, en général, il y a 1, 2, 3 N francs-maçons qui sont dans le truc. Et donc c'est vraiment, c'est terminé, quoi. Il faut se débarrasser gentiment. Hein, il faut laisser pourrir ce truc-là. C'est foutu.
ça n'a pas de raison d'être. On refera peut-être une nouvelle franc-maçonnerie, etc. Mais non, j'y crois pas du tout parce que à l'avance, avant, je dirais, la franc-maçonnerie a joué un rôle énorme dans l'histoire et dans l'histoire moderne, et on lui doit beaucoup. Mais c'est comme tout, c'est un empire qui s'est écroulé et désormais, voilà, c'est fini. Et donc, il travaillait dans le secret parce qu'il y avait des problèmes de persécution. Hein, donc, évident et considérable. Et ça date d'il y a très très longtemps. Mais aujourd'hui, non. Il n'y a plus de persécution de ce type. Hein, il n'y a pas un pouvoir royal qui pourchasse et met en prison les gens qui veulent avoir développé une réflexion autonome et libre de l'Église. Hein. C'était les grands persécuteurs de la franc-maçonnerie et les grands ennemis de la franc-maçonnerie, c'était l'Église. Donc, c'est une autre époque. Voilà. Donc, je recommande à tous nos amis francs-maçons, parce qu'effectivement, je dirais que le degré de pourriture de corruption doit être de l'ordre de 20-30%, mais à tous les autres de quitter ça et de retrouver, je dirais, le bonheur des échanges francs avec leurs co-administrés, avec leurs voisins de circonscription. Voilà, il vaut mieux se retrouver au niveau de sa circonscription, de son département, avec des gens intelligents et à discuter en amphithéâtre sur les réseaux sociaux. Le nouvel espace d'échange, ce sont ouvert et lisible par tous, ce sont les réseaux sociaux. Voilà, donc c'est terminé. Vous n'avez rien à apprendre, ni à gagner, à rentrer ou à rester dans la franc-maçonnerie. Voilà. Donc ça, c'est ma recommandation. Je vais pas me faire des amis. Encore une fois, j'exprime une certaine tolérance. C'est pas la peine de me foutre une balle dans la tête. Voilà, sur un coup de tête. Ça ne changera rien. C'est un fait, quoi. C'est tout. Voilà, maintenant, c'est bon, c'est un objet de musée. C'est tout. Voilà. Et puis, qui est trop, voilà, qui est trop pourri, trop corrompu. Donc, il n'y a rien à en faire. On peut rien en faire. Voilà. Il n'y a rien à en tirer. La seule chose, oui, c'est une valeur de musée. C'est-à-dire que le fait de, comment dire, de rendre les choses totalement publiques et les discussions totalement publiques, une franc-maçonnerie à ciel ouvert, pourquoi pas. Et sur les réseaux sociaux, créer un compte, hein, faites des loges sur les comptes Facebook, voilà, ouvertes et accessibles à tous. Voilà, là, ça peut avoir un intérêt. À ce moment-là, effectivement, on peut continuer à développer les aspects d'échange, hein, de communication, de dialogue, d'expression, de qualité d'expression. Hein. Tous ceux il y a plein de gens, hein, qui doivent leur carrière réelle, c'est-à-dire leur progression intellectuelle à la maçonnerie, et qui lui sont reconnaissants. Moi, je l'ai constaté à de nombreuses reprises. Un type comme Mélenchon, il s'exprime très bien. Je ne le verrai jamais dire du mal de la franc-maçonnerie. Hein. Il doit à la franc-maçonnerie une grosse partie de sa carrière, et c'est un bon orateur, c'est un bon tribun, etc. Et il a certainement gagné en efficacité, en expression, en clarté, grâce à son éducation franc-maçonne. Voilà. Bon, donc c'est bon pour aujourd'hui parce que le temps passe. Et puis je vais quand même terminer par un peu une minute d'objet conceptuel. Hein, ça vaut toute la formation, tous les secrets de la franc-maçonnerie, l'objet conceptuel. Hein, c'est le fait de maîtriser totalement un sujet suffisamment, un thème. D'ailleurs, la chaîne, la 7, l'Arte s'appelle la chaîne thématique, un thème. Voilà. Le fait de décider
Ça, c'est le principe de la pyramide. Hein. C'est l'objet vertical monumental, pyramidal, cathédrale, gratte-ciel abyssal, vertigineux, fantastique, prodigieux, phénoménal. Donc la pyramide est qui est un symbole franc-maçon d'ailleurs très fort, est l'expression de l'accumulation de la construction massive sur la durée. Hein, c'est le principe du thème, c'est-à-dire le fait de consacrer, je dirais, toute sa vie à des sujets choisis que l'on développe indéfiniment. Vous savez, une pyramide était construite par un pharaon. Le pharaon passait toute sa vie à construire son cercueil, sa pyramide. Et c'était une obligation. Et voilà, il devait se ruiner, etc. Il devait tout faire pour que son tombeau, sa pyramide, soit la plus belle possible. Eh bien, c'est le symbole de la construction lente et massive. Eh bien, tout sujet approfondi, que ce soit en biologie, que ce soit, voilà, tout thème et toute thèse hein, qui va être travaillé toute sa vie, et que ce soit la maîtrise d'une technique hein, de construction, que ce soit légal, que ce soit, voilà, pour être un bon avocat, pour être un bon architecte, eh bien, implique d'accumuler, comme pour une pyramide, énormément de matière, de façon extrêmement patiente et très rigoureuse et très symétrique et très cohérente. Bon, moi, ça s'appelle, je vais dire, ça s'appelle, c'est très proche, et c'est très proche de cette notion d'objet conceptuel que j'ai développé là depuis une cinquantaine d'années, mais qui est complètement ouverte, c'est pas un secret. Ça, on va vous l'apprendre au 30e niveau, et il faudra avoir renié Dieu, avoir pissé sur des objets sacrés pour qu'on vous fasse ces révélations. Ben, c'est gratos. Non, c'est pas gratos, c'est 18 €. Voilà, l'objet conceptuel, c'est tout ce que je me suis efforcé. Mon père me disait, n'entre pas chez les francs-maçons, tu perds ta liberté. On a conduit, Dieu paix à son âme, et on a tous, on a suivi son conseil. Voilà, il valait mieux, je dirais, trouver cette révélation par soi-même et en faisant des efforts plutôt que de l'acheter au prix de sa liberté. Donc, l'objet conceptuel, je veux dire, c'est les gros blocs. Hein, je veux dire, comme, encore une fois, le meilleur exemple reste l'apprentissage des langues. Et aussi, de toute façon, l'apprentissage de toute matière. Il faut des blocs lourds. Et ça, c'est l'objet conceptuel. C'est-à-dire quand j'apprends une langue avec Assimile, eh bien, j'ai un découpage en leçons. Et ces leçons sont toutes complexes. C'est l'objet conceptuel. Et toutes ces leçons, chacune de ces leçons est très longue à assimiler. C'est très très long, il faut beaucoup de temps. Et donc, pour obtenir la maîtrise parfaite d'une langue, voilà, mais de n'importe quelle matière, eh bien, il faut avoir des découpages en unités de taille fixe, mais suffisamment lourds. Et c'est ce qui s'appelle l'objet conceptuel. La leçon d'anglais, la leçon de japonais, la leçon de chinois, la leçon d'arabe est un objet conceptuel. C'est-à-dire qu'il faut des années pour la maîtriser. Hein, c'est lent. Alors, je vais obtenir ma pyramide, ça, c'est la maîtrise de la langue, mais elle est constituée avec des gros blocs. Hein, d'ailleurs, c'était la particularité des pyramides de Gizeh, en particulier, hein, c'est qu'elles étaient constituées avec des énormes blocs, des blocs qui pesaient des tonnes, hein, je ne sais plus combien c'était de tonnes, et qui constituaient la condition de la solidité de la pyramide. Et lorsqu'Akhenaton, le bon arien, a voulu faire sa ville nouvelle, hein, il a
à toute vitesse et en massacrant des milliers de gens, eh bien, il a fait toutes ces constructions avec des petits blocs. Et ces petits blocs, évidemment, ils se sont effondrés, ils se sont effrités, ils sont devenus de la poussière, quoi. Et donc, ça, Amara, ou je ne sais plus combien, la fameuse ville d'Akhenaton, qui a été assassinée d'ailleurs, et qui avait voulu renverser Amon, hein, et c'est pas de sa faute, c'est pas de sa faute, mais enfin donc, il a terminé misérablement, il a été assassiné, et on a eu le retour de Amon ensuite, hein, et donc avec Toutankhamon, c'est-à-dire, et non pas, voilà, Toutankhamon, voilà, c'était Akhenaton qui avait voulu renverser Amon et qui s'est effondré et qui a justement créé sa nouvelle ville, sa ville nouvelle, qui a pas duré, qui est partie en lambeaux, et puis même pas en lambeaux, en poussière, et qu'il avait construite à la va-vite avec des petits blocs. Alors ça allait vite, hein, mais il n'y a rien qui tenait, tout s'est effondré. Et tout, c'est justement ce passage de Akhenaton, qui est un passage extrêmement connu, puisque l'Égypte, justement, avait fait une révolution d'une centaine d'années, 50 ans, même pas. Hein. Ça a duré juste le règne d'Akhenaton, ça a été 30 ans, 40 ans. Et ensuite, eh ben, on est revenu à Amon, au dieu Amon, avec Toutankhamon, et avec finalement la venue de Ramsès II 150 ans après, quoi. Donc, alors, il n'y avait plus de pyramides à cette époque-là. Les dernières pyramides, en pratique, c'était 1000 ans avant, et c'était les pyramides de Gizeh, qui étaient tellement balèzes, hein, et tellement solides que les autres n'ont pas, ont essayé, mais enfin, n'ont pas essayé de faire aussi bien, quoi. Alors là, par contre, c'était des gros blocs, des blocs de plusieurs tonnes, et qui ont duré jusqu'à présent. Et quand, au moment de la conquête arabe, je dirais, je ne sais plus lequel, quel émir a voulu détruire les pyramides d'Égypte, eh ben, ils sont cassés les dents, c'était peine perdue, c'était trop solide. Donc, le symbole de la pyramide, c'est un grand message qui a été transmis par les Égyptiens anciens, c'est celle du travail sur toute une vie. Encore une fois, il fallait toute une vie pour construire une pyramide. Et aussi, d'ailleurs, on retrouve ça, je dirais, c'est une obsession chez nos présidents. Il faut absolument faire son monument, ce grand monument qui marque le règne, voilà, d'un président. Il faut faire sa pyramide, quoi. Alors, à part qu'on ne dispose pas de 40 ans, mais qu'on dispose de 7 ans ou de 40 ou de 14 ans, etc. Mais je dirais que tous les grands souverains se sont préoccupés, comme Louis XIV avec Versailles, c'était sa pyramide, se sont préoccupés de créer de constituer des édifices de grande taille. Voilà. Donc, le symbole maçonnique, enfin maçon, ça veut bien dire ce que c'est, par excellence, est la pyramide que vous retrouvez sur le billet de $1, hein, et qui représente, et vous avez aussi l'œil qui représente la visualisation, l'œil et la pyramide, donc sont des symboles maçonniques fondamentaux, qui est le fait qu'il faut voir les choses, que la mémoire est visuelle, voilà, que tout est visuel, et d'autre part l'accumulation sur toute une vie, et qui est le symbole de la pyramide. Voilà. Notre-Dame était la pyramide de Philippe Auguste, hein, l'un des plus grands rois auquel on doit la France d'aujourd'hui, quoi. Philippe Auguste qui avait le premier chassé les Anglais
en 1214 en particulier, bon, à part que la bataille de Bouvines, c'était pas contre les Anglais, c'était contre l'Empire, mais qui a tout gagné, qui a tout récupéré, la Normandie et aussi une partie de l'Aquitaine, et qui sera ensuite consolidée 200 ans après par les victoires de Charles VII, Jeanne d'Arc, et voilà, et ensuite verrouillé par Louis XI, et ensuite etc. jusqu'à Louis XIV. Donc voilà, là, il n'y a plus de secret, il n'y a plus de secret. La connaissance, c'est pour tout le monde. Et j'appelle d'ailleurs, on ne peut pas le lire, d'ailleurs la mémoire, la connaissance, la mémoire et l'intelligence pour tous. Aujourd'hui, voilà, c'est pas la peine d'aller dans une loge pour apprendre à apprendre plus, beaucoup plus, en imitant tout le temps qu'il faut et en développant votre connaissance millimètre après millimètre avec la technique de l'objet conceptuel, voilà, que j'ai développé et auquel j'ai consacré 50 ans, donc c'est raisonnable sur la base de la disponibilité, hein, effectivement, de tout ce qui... On a aujourd'hui une disponibilité 1000 fois plus importante qu'avant. Donc, en 50 ans, je pouvais faire une synthèse et donc vous apporter, je dirais, cette technique de l'objet conceptuel qui fonctionne très très bien et qui est vraiment, comme je l'ai dit, c'est l'Icarité grenouille et qui permet à chacun, voilà, sans aller vendre sa liberté à une quelconque loge, eh bien de développer, d'exercer, comme avec le judo, etc., sa capacité. Les Japonais n'ont pas eu besoin du tout de loge maçonnique. Ils ont très bien fait ça tout seuls, les Chinois pareil. Voilà. Et donc, on n'est pas plus con que les autres, donc en Europe. Et donc, il est très important, j'ai déjà dit hier, que le niveau de connaissance de chacun, de tous les Français, de tous les Européens et de tous ceux qui veulent, eh bien, soit très très accru pour ne pas se laisser embobiner par les escrocs. Voilà, tout simplement. Parmi lesquels, malheureusement, il y a beaucoup de francs-maçons. Voilà. Donc, c'est bon pour aujourd'hui. Voilà. Je continuerai. Bon, on verra comment ça va se passer. Je vous fais une grosse bise. Et puis, on se verra demain, après-demain, on verra. Voilà. Allez, vive l'objet conceptuel. Voilà. Et puis, achetez, faut acheter. 18 €, 5 € de port. Passez vos commandes. Voilà. Allez, bisous.